Merci beaucoup de m'avoir invité, Marc. Donc en fait, j'ai décidé de prendre un point de vue très, très organismique. C'est-à-dire justement parce que je me doutais que vous alliez traiter la question du point de vue chimique, et je vais prendre un point de vue qui est vraiment, pas aux antipodes, mais qui est une autre façon de voir exactement la même question, et puis on ira vers la chimie, vous inquiétez pas, parce que de toute manière, on ne peut pas y résister. Donc, je commencerai juste par dire le terme de xénobiologie. Il y a énormément de termes. Actuellement, c'est un bon signe d'ailleurs. Il y a un foisonnement de jargon. Et en fait, en Europe, on s'est emparé du terme xénobiologie. Alors, oui, avant ça, je voulais juste dire ça. C'est très métaphorique, mais je voulais vous montrer ça. 1492, c'est l'année où Colomb, vous le savez, a découvert l'Amérique. Mais au même moment, on a commencé à faire des maps-mondes. Et Berkheim avait il a essayé de mettre sur un globe terrestre à Nuremberg tout ce qu'on savait à l'époque des continents de la géographie. Et c'est très rigolo de voir ça, parce que vous voyez qu'il manque des choses. Hein. Il y a un vaste océan qui va de l'Europe au Japon. Le Japon est représenté en très gros ici, vous voyez. Ça, ils avaient la vision mythique du Japon qu'on avait, et puis bien entendu, donc l'année même de la découverte je trouve que c'est très saisissant, l'année même de la découverte de l'Amérique, l'Occident se représentait la map-monde, le globe de cette manière-là, et évidemment, il manquait l'Amérique, avec toutes les conséquences que ça a eues, en particulier dans la compétition scientifique. Donc en fait, je crois qu'il faut vraiment voir la biologie, c'est métaphorique, mais il faut vraiment voir la biologie en se disant qu'il y a des continents qui nous échappent. On est dans le vieux monde, il y a un nouveau monde qui nous attend, il y a des continents entiers, et ces continents-là, c'est nous qui allons les bâtir. Parce que soit on les découvrira sur des planètes, à des distances astronomiques, soit on les fera apparaître sur Terre. Donc, on s'est emparé du terme, il y avait des tas de termes pour dire la vie dans l'espace ou hors de la Terre. Il y avait exobiologie, astrobiologie, xénobiologie. On s'est dit que c'était un peu beaucoup pour parler toujours de la même chose. Donc on a pris xénobiologie. Xénos, ça veut dire l'étranger, étranger. Donc xénobiologie, c'est la vie étrangère. Et donc pendant qu'on y était, on l'a défini avec Marcus Schmitt comme étant tout ce qui est du vivant qui diffère radicalement du vivant naturel. Et donc, il y a plusieurs façons d'y accéder, comme vous avez entendu juste avant, et comme on va voir. Mais donc, on a défini aussi XL pour Xenolife, XXL, XXXL, et franchement, on pense que Romesberg, là, il a mérité le label XXL. Donc, les organismes on parle de xénobiontes, on parle, etc. En Europe, on a tendance à dire chemically modified organisms, et au Scripps, il parle de semi-synthétique organismes. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont des définitions que vous verrez traîner dans le jargon. Donc, je voulais juste revenir sur... c'est quelque chose... Alors, je sais que c'est vu comme très arrogant quand je dis ça, mais hélas, on ne peut pas échapper à cette conclusion-là. C'est qu'en fait, l'exploration par la sélection naturelle, l'évolution, ce que l'évolution a exploré, c'est très, 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 très restreint. C'est un échantillon de tout ce qui est concevable comme système vivant. Je voulais juste rappeler quelques ordres de grandeur. Je ne sais pas faire les exposants dans PowerPoint, donc vous me pardonnerez, j'ai dû faire des trucs un peu crades comme ça. Donc en fait, il y a de l'ordre de 10 puissance 31 cellules sur la Terre. Qui sont de l'ordre de 10 puissance 31 cellules qui sont engendrées par an. Donc ça, ce sont des géologues et des biologistes. Il y a un papier de PNAS qui a essayé d'estimer ça. Et je crois qu'il y a une espèce d'assentiment sur ce point-là. Il y a eu 4 milliards d'années d'évolution. On se dit au maximum, ça a dû durer, la Terre avant était trop chaude, donc sans doute 4 milliards d'années d'évolution. Ce qui nous fait un nombre assez grand de l'ordre de 10 puissance 40 cellules qui auraient été engendrées en considérant qu'elles se divisaient au même rythme qu'aujourd'hui. Et si on prend un gros génome bactérien, disons, on voit que le nombre total de nucléotides qui ont été incorporés, et là-dedans je ne compte pas la réparation, des choses comme ça, mais juste pour faire la succession des cellules qui viennent depuis les origines jusqu'à nous, on peut estimer qu'il y en a eu de l'ordre de 10 puissance 47. Donc c'est un grand nombre. Hein. Mais c'est un grand nombre qui est du même ordre de grandeur que le nombre de molécules d'eau dans les océans. Donc en fait, il y a eu à peu près à la surface de la Terre. Ça a l'air, j'ai soumis ça à pas mal de gens, et ça a l'air vrai. C'est vrai que c'est assez saisissant de se dire que
le nombre de nucléotides incorporés est grand comme ça, mais donc on pourrait se dire c'est tellement gigantesque, vive la biodiversité, etc. Mais en fait, si on regarde le nombre simplement de codes, hein, si on prend le code génétique comme un Rubik's Cube et qu'on se demande toutes les façons qu'il y aurait de faire un code génétique alternatif qui aurait les mêmes capacités de codage, on voit qu'il y en a 1075, qui est un nombre beaucoup plus grand. Et si on considère simplement tous les polypeptides qu'on peut faire avec 20 acides aminés et longues de 300 résidus, on voit que là, on a des nombres carrément astronomiques. Donc, on ne peut pas échapper à la conclusion, je crois, que les créatures, comme on dit, hein, les espèces qui nous sont parvenues, qui ont été sélectionnées, qui ont été améliorées, etc., ont été cherchées, ont été découvertes par la sélection naturelle. Ainsi, implicitement, vous êtes rendu compte que j'ai abandonné l'hypothèse de l'intelligent design. Disons, si tout ça s'est fait spontanément, on ne peut pas échapper à la conclusion, premièrement, que ça a été une exploration très très restreinte, et deuxièmement, on ne peut pas échapper non plus à une conclusion qui est encore pire, qui est que les organismes sont forcément sous-optimaux si on considère l'optimalité en termes de taux de croissance, en termes de rendement énergétique, etc. Donc en fait, tout ce qu'on considère dans la biodiversité aujourd'hui, et on n'allume plus une chaîne de télévision sans être abreuvé de l'éloge de la biodiversité, etc. Tout ça, c'est bien entendu louable, mais il ne faut pas renoncer à l'esprit scientifique en nous disant que la nature est indépassable, et elle l'est. Et on va voir qu'elle l'est sans doute facilement, et des expériences comme celle de Romesberg montrent que c'est un investissement qui est quand même assez limité pour vraiment faire du neuf radical. Donc, je vais aller vite là-dessus, mais c'est encore se convaincre que, vous savez, dans les problèmes d'optimisation classiques qu'on traite en informatique, par exemple, il y a un fameux problème où on essaie de couvrir une surface donnée avec des surfaces plus petites, en se disant le but du jeu, c'est de couvrir un maximum de l'air qui est en pointillé ici, en prenant des surfaces qui sont données. Donc la première idée qu'on a quand on fait ça, c'est de prendre le plus grand, puis d'essayer de caser les autres une fois qu'on a casé le plus grand. Ça s'appelle un algorithme gourmand, cette méthode-là. Et il est clair qu'il est connu que pour la plupart des problèmes combinatoires, cette méthode-là, qui consiste à s'emparer du plus grand, d'aller vers la meilleure configuration immédiate, est une mauvaise stratégie d'optimisation. Quand on fait des Airbus ou des voitures ou des frigidaires ou des téléphones portables, on ne suit pas cette méthode. On passe par des configurations qui sont sous-optimales pour accéder à des états ultérieurs qui sont meilleurs. Or, je relisais il n'y a pas longtemps L'origine des espèces de Darwin. Ce dont nous parle Darwin, quand il nous parle de struggle for life, de la sélection naturelle, il nous parle d'un algorithme gourmand. Il nous parle d'une amélioration avec une maximisation instantanée de la viabilité ou du taux de reproduction, etc. Par conséquent, si c'est un algorithme gourmand qui a présidé à l'élaboration des espèces naturelles, on est forcément tous, autant que nous sommes, toute l'Arche de Noé, toutes les structures moléculaires possibles qu'on connaît, peut-être même les bases naturelles de l'ADN, nous sommes dans un minimum local. Donc en fait, c'est une conjecture, si vous voulez, mais je l'assume, et je crois qu'elle elle mérite d'être, bien sûr, elle est un peu pénible, hein, parce que si on se dit que non seulement il y a très peu qui a été exploré, mais qu'en plus les solutions qui ont été trouvées sont des solutions imparfaites, l'idée qui vient juste après et qui est très désagréable, c'est que il va peut-être nous revenir, à nous, Homo sapiens, de faire des solutions qui sont supérieures, hein, donc à des fins appliquées comme faire des biocarburants, tout le monde sera d'accord, mais si on commence à appliquer l'amélioration à l'espèce humaine elle-même, on voit qu'on est beaucoup moins d'accord, et à titre personnel, je suis carrément contre. Mais ces questions se posent, et je crois que je m'attends à ce que ce soit cette analyse de la situation combinatoire du vivant, on ne puisse pas y échapper. Donc en gros, la nature est bien, hein, quand vous allez aux zoos, on ne peut être qu'ébloui et admiratif de ce que Buffon a compilé, Buffon et d'autres, hein, c'est la biodiversité,
est merveilleuse, mais on va en faire une artificielle qui sera... alors elle pourra être, si vous voulez, si on considère, mettons une voie métabolique comme ça en se disant, oui, c'est pas trop mal, on va voir qu'il y a des voies métaboliques qui laissent vraiment à désirer, je vais en montrer une juste après. Peut-être qu'on pourra aller de manière plus rectiligne vers du début à la fin des voies métaboliques, hein, pour prendre une métaphore comme ça, et que si on fait ça, ça sera peut-être plus efficace d'un point de vue énergétique. Mais on va voir qu'il y aurait aussi peut-être intérêt à prendre des circonvolutions comme ça énormes pour faire des organismes qui sont, comment on dit, qui sont incapables d'entrer en compétition avec des espèces naturelles. Donc en fait, il y a sans doute un avenir pour des voies métaboliques un peu plus compliquées ou surcompliquées ou moins efficaces énergétiquement, dans le souci de ne pas envahir la nature. Alors, quand je parle de ça aux US, évidemment, ce qu'on me répond tout de suite, c'est les États-Unis vont s'occuper de ça, et vous, les Européens, occupez-vous du reste, c'est dans votre nature de tout compliquer. Voilà. Donc en fait, un exemple que j'aime bien montrer à propos de l'inefficacité combinatoire de la nature, c'est l'histidine. Et quand vous... L'histidine, l'histidine elle-même, c'est un merveilleux dispositif, hein, qui a le pK exactement à 7, qui est aromatique, qui est extrêmement compact, qui n'a que des qualités structurales. Mais la manière dont c'est fait dans le métabolisme, c'est pathétique, quoi. Donc c'est fait à partir de l'ATP, en allant piquer de l'ATP, même avec 3 phosphates, hein, en allant piquer juste un carbone. Pour aller piquer un carbone, on détruit une molécule d'ATP, on flingue au passage les triphosphates, et on continue avec... il y a eu pas mal d'innovations enzymatiques pour ensuite incorporer ça dans les 5 carbones du ribose, là. Tout ça, c'est pas mal, mais c'est quand même une mauvaise idée de départ, quoi. Aller piquer un C1 dans l'adénine parce que il a été mis là et qu'il était disponible, on voit que ça, c'est une conception sédimentaire du monde, quoi. L'adénine était sans doute là avant l'histidine, donc la voie de l'histidine s'est branchée sur la voie de l'adénine. Maintenant, s'il y a un ingénieur, si vous donnez ça à des étudiants et vous dites, voilà, vous avez droit à tel type de réaction métabolique, faites-moi de l'histidine, ils ne feront jamais ça. D'accord ? Donc en fait, là, il y a un petit exemple de comment on pourrait partir de la sérine, ça serait plus rigolo à faire. Vous voyez, on pourrait, carbamoyl est là, on arrive tout de suite au noyau imidazole, et puis on pourrait continuer par un segment de l'élongation des acides gras, et on arrive à l'histidine. Certaines réactions ici sont connues. Donc d'ailleurs, on va l'implanter dans le colis juste comme exercice de style, en se disant, on va essayer de faire un colis qui a 10 ou 11 gènes pour faire l'histidine chez colis, on va faire un organisme comme ça et on va voir, ensuite on leur fera faire la course et on verra si l'intelligent design, avec dans le savoir-faire des ingénieurs chimistes, est capable de supplanter colis. Bon, ça c'était juste pour rire, hein. Maintenant on va entrer dans autre chose que des exercices de style. Donc en fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et j'espère que je n'ai pas trop pris de mon temps, c'est si l'évolution doit maintenant se déployer de manière radicale en introduisant des acides aminés nouveaux, en changeant le transfert d'informations et en recréant des écosystèmes artificiels, il va falloir qu'on s'en occupe. Donc nous sommes la seule chance de la biosphère de faire du radicalement nouveau. Et les chimistes seront en première ligne là-dedans. Je crois qu'on aura besoin beaucoup plus de chimistes et de mathématiciens que de physiciens, par exemple. Pourquoi ? Parce que ce ne sera peut-être pas la peine de tout simuler, et les moyens de calcul qu'on a actuellement, rien que pour simuler la turbulence, on voit qu'on est limité. Donc si on a une cellule entière, on voit que ce n'est pas demain la veille. Donc si on considère l'espace, maintenant on considère l'espace des solutions chimiques possibles, hein, des ensembles capables de proliférer, disons, donc qui seraient contenus ici. On peut dire que ce qui s'est passé sur Terre, mettons, on serait ici, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qu'on serait capable de concevoir et d'implémenter chimiquement. La xénobiologie, c'est une discipline qui consiste à naviguer dans cet espace, enfin qui vise à naviguer dans cet espace, en se disant, mettons, si Escherichia coli est ici, comment est-ce que je peux m'ingénier à faire dériver Escherichia coli, d'abord hors de tout ce qui aurait pu évoluer spontanément. Je crois qu'on est encore toujours un peu là. Peut-être qu'on est en train de franchir ça et ensuite d'aller carrément
dans un territoire qui n'a jamais été exploré par la sélection naturelle, au moins sur Terre. Oui, on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire que c'est une discipline empirique, et de même que l'astronautique nous sert à faire de la bonne astronomie, on pourrait souhaiter que la xénobiologie nous aide à mieux comprendre la biologie en reprenant un argument qu'on a eu tout à l'heure. Bon, ça résume un peu, je vais aller vite parce que... Alors, on a mis au point, donc dans une posture qui est très, comment dire, expérimentale, on s'est dit il faut qu'on puisse maintenir très longtemps, indéfiniment longtemps en fait, des populations bactériennes de l'ordre, disons, de 10 milliards de cellules en pilotage automatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait maintenir 100 ans une culture de Escherichia coli telle qu'on serait complètement maître des conditions, des nutriments qu'on aurait, par exemple des bases à la Romesberg ou d'autres nutriments comme ça, et est-ce qu'on pourrait maintenir l'évolution, la mettre en pilotage automatique, c'est-à-dire suivant une méthode qui serait inscrite dans un processeur, et telle que la population dériverait dans un microcosme, et que nous, tout ce qu'on ferait, c'est on choisirait quel est le génome input, et puis on en soutirerait des génomes à intervalles réguliers, on les reséquencerait, et on ferait peut-être l'expérience 100 fois en parallèle pour voir ce qu'on peut tirer comme enseignement d'expériences comme ça. Donc en fait, l'histoire a commencé comme ça de notre point de vue, c'est que avec Rupert, il y a longtemps, hein, dans les années 80, à Pasteur, on s'est dit il nous faut une machine comme ça. Et à l'époque, Pasteur, c'était l'endroit où Jacques Monod avait mis au point les chémostats et posé les équations du chémostat, etc. Et ça semblait être accessible expérimentalement. En fait, ça ne l'était pas. Je vais passer rapidement là-dessus, je répondrai à des questions s'il y en a. Mais il a fallu élaborer complètement un dispositif et échapper au biofilm. Alors, donc en fait, ça résume ce que je viens de dire là, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir un microcosme dans lequel on a des génomes entrants avec des cellules autour, hein, puis il sort des génomes avec des cellules autour aussi, puis là on est maître des conditions chimiques, on est maître de la nutrition, de ce qu'on apporte, hein, et ça peut être aussi pervers, chimique et non naturel qu'on veut, et puis on peut aussi introduire possiblement des acides nucléiques pour changer le génome là-dedans, qu'il soit naturel ou en XNA. Donc je vais passer là-dessus parce que je crois que ça va pas, c'est pas très intéressant aujourd'hui, mais disons qu'on a dû régler la question des biofilms parce que si on maintient comme ça des cultures extrêmement longtemps, on s'aperçoit que l'adhérence limite, contrecarre l'évolution parce que les cellules échappent aux conditions de sélection en formant des biofilms et en ne suivant pas en échappant à la compétition de croissance exponentielle qu'on leur impose. S'il y a des questions, je répondrai, mais je ne vais pas. Bon. Donc en fait, aujourd'hui, ça se présente comme ça. Donc ça a été, il y a eu une série d'élaborations, ça a commencé à Constance, à Pasteur, à Constance, etc. Et puis ça, c'est l'incarnation courante qui est sur des roues. C'est assez robuste, c'est un peu la débranchée de la prise. Ici, il y a deux cultures qui se déroulent indépendamment, hein, avec des milieux nutritifs. Et puis, il faut passer d'une chambre à l'autre pour justement échapper au biofilm. C'est une standalone version. Et puis, à Génoscope, hein, donc Jean Weissenbach, au moment où on mettait ça au point, a accueilli, a encouragé et a mis des moyens au point, d'abord dans Génoscope et puis ensuite au sein du CEA, pour qu'on ait une vraie station d'évolution dirigée, automatique, qui est unique au monde, et qu'on aimerait diversifier à des fins appliquées et fondamentales. Donc, je vais vous parler d'objectifs fondamentaux aujourd'hui, principalement. Voilà, donc en fait, là, on a à Génoscope, il y a un rack comme ça, où on a, sur des racks, on a des différentes expériences qui peuvent se dérouler toutes de manière autonome. Et ça nécessite assez peu de maintenance, hein, je dois dire. Bien sûr, il peut toujours arriver des accidents, des choses comme ça, mais c'est quand même assez fiable, robuste et autonome. Bon. Maintenant, de manière très simplifiée, si on se demande quel type d'opération fondamentale on peut faire au vivant, enfin aux molécules du vivant, aux polymères informationnels du vivant, disons polymères informationnels dans toutes les cellules, c'est des protéines, de l'ARN et de l'ADN. Quand on dit l'ARN au sens large, il faut toujours voir que dans l'ARN, il y a des matrices qui sont purement informationnelles, qu'on appelle des messagers, mRNA, et puis il y a des ARN qui ont un phénotype, hein, beaucoup plus que les messagers, et je pense aux ribosomes et aux ARN de transfert, où là, ce sont des molécules qui ont elles-mêmes déjà un repliement, une fonction, et qui sont des robots, hein, comme on disait tout à l'heure.
Les messagers, c'est beaucoup plus une copie de l'ADN qui est beaucoup plus passive, disons. Bon. Le type d'opération, quel que soit le type de polymère informationnel qu'on peut considérer, mettons, s'ils sont constitués de différents monomères, ici j'ai pris une catégorie, il en faut au moins 2 si on veut de la combinatoire, hein, 2 types différents. Dans les protéines, il y en a 20 et un peu plus même. Dans les acides nucléiques, il y en a 4. Donc, si j'ai un monomère comme ça, le type d'opération chimique radicale que je peux faire, c'est par exemple substituer un monomère par un analogue. D'accord ? Complètement. Donc, vous allez voir que ça, on l'a effectué pour une base de l'ADN, mais ça avait été fait pour un acide aminé avec la sélénométhionine dès les années 50. Hein. Mais on peut même faire ça dans l'ADN. L'autre type d'opération qu'on peut faire, bah, c'est introduire de nouveaux monomères. Donc, l'expérience de Romesberg vise à ça. Les souches qu'il a faites aujourd'hui ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas stables évolutivement, mais elles le deviendront. Aujourd'hui, on peut faire, il y a quelques dizaines de réplications qui peuvent se faire sans perdre la base supplémentaire, mais une fois que la base supplémentaire sera piégée dans des structures qui seront indispensables à la cellule, elle sera propagée indéfiniment. Et puis il y a une dernière catégorie, et je pense que c'est la plus intéressante en fait. Dans la dernière catégorie, on ne va pas tellement se fatiguer à essayer de mettre des monomères et dans des polymères qui existent, c'est qu'on va se créer nos propres polymères. Donc en fait, on verra que ça revient en fait à étendre, à élargir le dogme de la biologie moléculaire qui dit l'ADN instruit la synthèse de l'ARN, qui lui-même instruit la synthèse de l'ARN, mais peut-être qu'on peut diversifier ça encore sans avoir à changer la composition des polymères informationnels qui nous sont déjà donnés. Et donc, on est à l'œuvre là-dessus. Il y a un consortium européen qui est à l'œuvre là-dessus, dans lequel, à l'ISSB, on est partie prenante avec Peter Devine en Belgique et Phil Holliger au MRC à Cambridge et tous ses postdocs, dont un particulièrement doué s'est établi à Londres et qui s'appelle Vitor Pinheiro. Ouais, j'aurais pas le temps. C'était rigolo, mais j'aurais pas le temps. Bon, je vais tout de suite passer au chloruracil. Dans le régime de culture qu'on peut avoir, il y a un régime de base qui était très souhaitable et qui permet justement de pousser les organismes à leur vitesse limite, qui s'appelle le turbidostat. Donc, dans un turbidostat, ce qu'on a, c'est on a une culture. Une culture, ça veut dire une population de cellules qui est telle qu'il y a un excédent de nutriments. C'est-à-dire qu'elle n'a rien, elle ne manque de rien. Ces cellules ne manquent de rien pour proliférer. Et elles sont maintenues, la population est maintenue à un seuil, c'est-à-dire à un effectif qui est inférieur justement à cette capacité nutritionnelle. Mettons la moitié. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une mesure de cette densité de population, et quand la densité de population dépasse le seuil que vous, l'expérimentateur, avez fixé, il est introduit un volume, mettons un volume, un pulse, un quantum, un volume dans la culture qui est à volume constant. Et quand on envoie un volume donné dans un volume qui reste constant, on établit une dilution exponentielle. Comme on sait que les cellules se reproduisent exponentiellement, ce qui va se passer, c'est que le turbidostat, c'est pour ça qu'il s'appelle turbidostat, parce qu'il maintient la densité, ce qui va se passer, c'est que le taux de dilution de la culture va en moyenne se caler sur le taux de reproduction maximale du mutant le plus rapide dans la population. Et c'est facile à comprendre, parce que imaginez que vous êtes en train de vous diviser, vous êtes une cellule, vous êtes en train de vous diviser. Si vous avez une autre cellule qui se divise 2 fois plus vite, vous voyez que vous n'allez jamais maintenir le rythme, et vous allez vous retrouver dans, comment on appelle ça, le Red Queen, hein, le monde dans lequel il faut courir toujours plus vite pour rester à la même place. Et donc le turbidostat établit des conditions comme ça. Et c'est ça qu'on peut maintenir dans les automates dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y aurait une autre façon d'utiliser ce qu'on appelle la dilution conditionnelle, et qui nous paraît avoir un potentiel de manipulation du vivant assez puissant. C'est, au lieu de diluer, de réguler la culture de telle manière qu'on la dilue juste au maximum de ses capacités de prolifération, en fait, on peut la diluer moins, c'est-à-dire qu'en lui envoyant à intervalles réguliers un volume
renouvellement de la culture, au lieu de l'envoyer et qu'il dépasse le taux de prolifération de la population, on peut juste faire en sorte qu'il établisse un certain temps de génération. J'aurais pu vous administrer des équations, mais j'ai préféré pas le faire. Mais disons, en gros, on peut se débrouiller pour que si tel volume est envoyé à tel rythme, ça va imposer un temps de génération de, mettons, 2 heures pour toutes les cellules. Toutes les cellules qui, en moyenne, mettront plus que 2 heures à se diviser seront éliminées. Toutes celles qui seront à 2 heures resteront là. Et dans ce cas-là, la condition de densité pourra contrôler non pas la dilution elle-même, mais la composition chimique du milieu. Okay ? Donc, en termes concrets, c'est super fastoche à faire, quoi. Ça consiste à avoir 2 bouteilles, et puis, c'est paradis ou l'enfer, hein, à intervalles réguliers. Donc, il y a une horloge, mettons, toutes les 5 minutes. C'est le moment d'envoyer un pulse, et si la densité est faible, ça veut dire que ça ne va pas très bien. Dans ce cas-là, la culture va recevoir du milieu, comment dire, relaxant. Si au contraire, la densité est égale ou supérieure à un seuil qu'on a fixé, dans ce cas-là, elle va recevoir un milieu stressant. Donc on a appliqué ça à la... On a mis ça au point, on a rendu ça robuste, puis on s'est dit, on va aller au cœur de la matière, on va essayer de changer une base de l'ADN avec ça, et c'est le genre de problèmes qui sont intéressants en soi, parce que personne, si on prend tous les biologistes de la planète et on leur dit, bon maintenant on va remplacer le groupe méthyle, hein, il y a un groupe méthyle sur l'uracile de l'ADN. Personne, c'est vrai, enfin, quand je dis personne, c'est pourquoi, il y a des hypothèses pourquoi c'est comme ça dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Si je vous dis, je vais remplacer ça par un atome de chlore, combien ça va me prendre de générations et combien de mutations seront nécessaires à ça, personne ne peut répondre. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut inférer, et on ne peut pas le modéliser, et on ne pourrait pas faire une simulation à la résolution atomique qui va nous dire que ça prendra tant de générations, tant de mutations, etc. Donc on ne peut, pour le moment, on n'a que des outils empiriques. Et les automates de culture qu'on a là sont des outils empiriques qui permettent de répondre à ces questions-là et de faire l'expérience en double. Donc ça a été, c'est une expérience qu'on a faite en collaboration avec Rupert, avec qui on avait développé la machine dans le temps. Ça a été fait à Génoscope avec notre fidèle collaborateur Volker, Madeleine Bouzon et Julien Patrouix qui a réincarné la machine et qui l'a rendue vraiment robuste. C'est un informaticien qui a appris très très vite la microbiologie. Pour aller vite, donc dans l'ARN on a de l'uracile avec un H en position 5. Dans l'ADN, on a de la thymine, où on a un groupement méthyle qui n'interfère pas avec les liaisons hydrogènes que peut faire l'uracile. Et dans le chloruracile, on a un atome de chlore ici. Et dans ce cas-là, d'un point de vue stérique, ce n'est pas très différent de ça. Par contre, d'un point de vue électronique, et le pK ici s'en ressent. Et en fait, la base devient plus ambiguë. Elle a tendance à adopter un tautomère de manière plus fréquente, une tautomérie de manière plus fréquente qui lui permet de s'apparier avec G. Donc elle est intrinsèquement un petit peu ambiguë, cette base-là, alors qu'on se doute que T a été mis au point pour ne pas aller s'apparier avec G, puisque dans la double hélice, il s'apparie avec A. Okay, donc ça, c'est représenté ici, et on voit que la tautomérie fait qu'on peut avoir une paire G chloruracile qui est plus fréquente que ce qu'on aurait avec T. Bon, c'est pas la peine. Alors, pourquoi on a choisi la base T ? On a choisi la base T justement parce qu'elle n'est que dans l'ADN, donc c'était plus facile de découpler, de focaliser la pression métabolique sur cette base-là qui est particulière à l'ADN. Et le chloruracile est commercial, et par ailleurs, il est très très facile de construire un dérivé d'Escherichia coli, enfin des souches dérivées, qui ont absolument besoin de la thymine, la base thymine, parce que pour ça, on délète, on détruit, on contrôle X. La thymylate synthase, c'est un seul gène. Et dans ce cas-là, le DEMP n'est pas méthylé. Et cette souche-là, pour vivre, a besoin qu'on lui donne soit de la thymine, soit de la thymidine, c'est-à-dire le désoxynucléoside. Et elle a besoin aussi d'avoir la thymidine kinase. Donc on peut tout contrôler, on sait que... Et donc cette voie métabolique-là est connue depuis les années 50. Et elle est extrêmement fiable. Donc le jeu auquel on a joué, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a introduit un gène qui venait d'une lactobactérie et c'est un gène assez extraordinaire. Ces bactéries-là ne savent plus faire
les monomères de l'ADN, et donc elles peuvent recevoir dans le lait ou ailleurs où elles vivent, elles peuvent recevoir des désoxynucléosides, mais pas forcément dans les bonnes proportions. Et elles ont mis au point, elles ont élaboré un enzyme qui permet d'échanger le désoxyribose sur différentes bases. Donc on a installé ça dans le colis. Et indistinctement, cet enzyme-là, on sait qu'il peut incorporer sur par exemple, à partir de la déoxyuridine, il peut échanger la base U et recycler l'uracile vers l'ARN, etc. Soit avec le chlorouracile ou avec la thymine, indistinctement. Donc selon l'abondance relative des deux. Donc ça, c'était tout le montage, ça n'a pas été très compliqué à faire. Au début, au moins, il n'était pas compliqué. On verra qu'on a eu quelques surprises. Et ce qui est représenté ici, c'est en fait une cinétique évolutive, ça c'est le temps. Donc là, on a 145 jours, c'est un peu crade, mais excusez-moi, je ne sais pas. Donc on va de 0 à 145 jours. Et ce qui est représenté en ordonnée, c'est allant de 0 à 1, c'est la fraction des pulses journaliers dans lesquels il n'y avait pas de thymine. Et il y avait du chlorouracile. Parce que le montage était fait de telle sorte qu'il y avait une bouteille qui contient, une bouteille de milieu stressant qui contenait du chlorouracile et du milieu relaxant qui contenait de la thymine. Et ce qui est représenté là, c'est la demande par la culture de milieu qui ne contient plus de thymine. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que d'abord, quand on regardait au microscope, on se disait que c'était mal parti parce que c'était vraiment c'était du Jérôme Bosch, quoi. Les cellules avaient toutes les épaisseurs possibles, les transparences, des filaments, on voyait que ça n'allait pas. Et puis, à mesure que le temps passait, on a vu, ça faisait des serpents énormes, des filaments, etc. Et on a vu que les cellules se remettaient à redevenir denses et puis raccourcissaient, elles s'adaptaient à ce terrible régime dans lequel elles étaient obligées de faire avec le chlorouracile. Et passé 140 jours, en gros, eh bien, on est arrivé à un stade où la culture ne demandait plus de thymine. Alors, vous voyez, on est dans ce genre d'expérience, on a fait 2 expériences dans le même genre où on faisait des substitutions. En fait, on est toujours dans des. C'est de l'ordre, c'est 4-5 mois. C'est pas 4-5 millions d'années. D'accord ? Et ça rend vraiment optimiste parce qu'on se dit si un composant aussi central et aussi sophistiqué et qui a été élaboré et autour duquel se sont constitués énormément de processus de réparation, etc., peut être changé en 4-5 mois, on voit qu'il y a à peu près 200 ou 300 composants comme ça dans les cellules qu'on pourrait tous individuellement changer ou peut-être changer tous ensemble. D'accord ? Mais je crois que la démonstration là est faite qu'on peut aller loin avec ce genre de technique. Et on pourrait également l'appliquer d'ailleurs à l'addition de base. Jean Romesberg, et on est en cheville avec Steve Benner en Floride, pour faire ce genre de truc avec ces dispositifs-là. Alors, oui, donc ça, quand l'expérience a été faite dans différents régimes, ça prend à peu près toujours le même temps. Quand on regarde les phénotypes, on s'est aperçu qu'on est arrivé à une cellule, celle à laquelle on avait demandé le plus grand temps de génération, elle ne se portait pas très bien sur la thymine. Et ce qu'on a fait ensuite, bien sûr, Jean nous a permis de séquencer des génomes qui étaient sortis de là. On s'est aperçu qu'on avait des régimes génétiques extravagants. En particulier, quand on demandait un temps de génération assez soutenu, on avait de l'ordre de 1500 mutations en 4 mois. Donc il y avait à peu près de l'ordre de 1 mutation par génération par cellule, ce qui est quand même assez considérable, quoi. Et elle avait perdu un gène qui la rend mutateur. Et puis on avait des délétions. Et dans l'autre, celle à qui on avait laissé un peu plus de temps, là on avait des réarrangements chromosomiques. Bon, il y avait moins de mutations, mais on avait beaucoup plus de réarrangements chromosomiques. Bon. Quand on sait, on a bien sûr procédé, on ne voit pas bien, mais on a bien sûr procédé à l'analyse de. Ça c'est un contrôle, de tous les témoins, mais ça c'est le départ, ça c'est des souches évoluées. On s'est aperçu, à notre grande surprise, on s'est aperçu que dans les souches évoluées, qui ne demandaient plus de thymine extérieure, on trouvait un peu de thymine. Alors ça, c'était une découverte, parce qu'on était sûr que la thymidate synthase était partie. Et en fait, donc, ce qui nous est venu à l'esprit tout de suite, c'est qu'il y a de la thymine dans l'ARN. Il y a là ce qu'on appelle la T-loop. T, c'est pas pour la thymine, ça s'appelle la ribothymidine 54. Et il y a un gène qui modifie cette position-là, il y a du T dans à peu près tous les tRNA de colis. Et en fait, on a juste, dans les souches qui avaient évolué, on a délété le gène TRMA,
Et quand on a fait ça, la concentration de thymine est devenue pratiquement au-dessous de l'ordre de 1%. Donc maintenant, ce qu'on fait, quand cette expérience-là a été refaite, elle a été refaite une dizaine de fois, et on part d'un contexte génétique dans lequel, bien entendu, on retire d'emblée le gène de modification du tRNA. Ceci dit, il y aurait une voie cryptique, et peut-être à faire évoluer, de fabrication de la thymine à partir de cette enzyme de modification. On ne sait pas du tout ce qu'il fait, on n'a pas investigué ça parce qu'on essaie d'aller dans la direction de la déformation chimique des organismes, mais il y aurait quelque chose à creuser. On ne sait pas si c'est du thymidylate qui est fait par cette enzyme-là, ou s'il faut faire des ARN qui sont dégradés et que les tRNA sont devenus un précurseur de l'ADN, on n'en sait rien. Mais tout ça, ce serait à investiguer, et nous sommes très désireux de collaborer sur ce sujet-là si ça intéresse des gens. Ah oui, alors, donc en fait, je voudrais finir cette histoire-là là-dessus. Ce qu'on a fait, une fois qu'on arrive à une culture qui ne demande plus que du chlorouracile pour satisfaire son besoin en thymine, il y a une chose très simple qui peut être faite dans ce cas-là, c'est de la remettre en turbidosa et de l'accélérer. Donc on a des souches comme ça qui ont maintenant navigué quelque chose comme 2 ans et demi ou qui approchent 3 ans, et dans lequel il n'y a plus, donc elles n'ont vu que du chlorouracile, et elles accélèrent, et donc en fait là, on voit que leur temps de génération s'approche vraiment du sauvage maintenant. Et un jeu auquel on peut jouer, c'est par exemple un isolat, c'est un clone qui a été isolé d'une de ces cultures. Ils sont en train d'être séquencés, mais je ne présenterai pas de data là, on est en train de séquencer tout un pédigré de ces souches-là. Et je ne parlerai pas de l'analyse génétique, mais le phénotype est très intéressant, c'est que ce qu'on a vu apparaître, et maintenant c'est reproductible, c'est qu'après avoir passé 2 ans en culture comme ça, eh bien, si un clone comme ça est étalé sur une boîte de pétri, donc c'est un seul clone, c'est un clone isolé de ces automates de culture, on l'a juste étalé sur une boîte de pétri dans laquelle on a mis 3 micromolaires de chlorouracile qui lui permet de vivre, donc on voit qu'elle se débrouille bien là, elle vit, on voit que c'est dense, il y a des cellules qui prolifèrent, et puis on a creusé un puits, et dans le puits on a mis de la thymine. Et le résultat est assez saisissant, c'est qu'on voit que la thymine est devenue un poison. C'est-à-dire qu'elle a complètement abandonné l'idée de la thymine. Donc on appelle ça il a fallu qu'on trouve un mot pour ça, donc on appelle ça l'expiration. Vous savez, c'est comme pour les cartes de crédit, la thymine a expiré dans cette souche-là. Et en fait, je crois que ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on n'a pas eu à contre-sélectionner l'emploi de la thymine, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que vraisemblablement, l'appareil de réplication, on ne sait pas où, on espère le trouver avec les données de séquençage génétique, on espère identifier les mutations qui font que la thymine ne convient plus à Escherichia coli ou n'entre plus dans sa constitution en étant capable de faire proliférer les cellules. Bon, je crois que j'ai fini avec ça, j'ai été assez long. Oui, donc ça c'est pour dire qu'il y a un travail assez héroïque qui est accompli par Peter Devine à Louvain, ou alors pour le moment ça se fait en PCR. Donc le chlorouracile, on avait plusieurs candidats, on aurait même la pseudo-uridine. On est en train d'essayer tout ça en PCR pour le moment. Et le chlorouracile semble avoir maintenant comme excellent partenaire d'appariement la 7-déaza-adénine. En PCR, ça marche mieux que la PRAT. Donc là, on est en train de construire les souches pour faire un remplacement chimique d'une paire de bases complètement dans Escherichia coli. Par ailleurs, on a commencé des montages prototypiques pour changer des bases dans l'ARN, ce qui est sans doute l'altération la plus difficile à faire, pour changer carrément une base dans l'ARN. Et la base qu'on a choisie, c'est C, la cytosine. Mais les cultures ne sont pas encore lancées. Il y a d'autres candidats qui sont explorés, et donc le projet... on a le projet de dire qu'on va changer indépendamment chacune des 4 bases, et ensuite on va essayer d'en combiner plusieurs de manière à avoir changé complètement les 4 bases de l'ADN. Et en utilisant les mêmes constructions génétiques, on va également essayer de remplacer l'ADN, enfin de remplacer le désoxyribose dans l'ADN, mais je crois que je ne vais pas vous en dire beaucoup aujourd'hui là-dessus. En allant vers le TIA, en mettant un S, un atome de soufre à la place de l'oxygène, ici, là. Et il y a un groupe japonais qui a montré qu'on pouvait faire du PCR avec ces constructions-là, donc on se dit que
c'est un peu souvent comme ça que ça se passe. Hein. On va jusqu'où on peut aller par des démonstrations ex vivo, et une fois qu'on a un système qui a l'air de tenir la route à peu près, à ce moment-là, il se prête à l'implantation in vivo. Je vais passer à autre chose complètement, pendant le quart d'heure qui me reste. Souvent, on a besoin d'une fonction nouvelle in vivo, et voir apparaître un biocatalyseur, bah, c'est un peu miraculeux. Hein, quand on se rappelle le travail de Jack Szostak qui a fait apparaître des phosphorylases dans des séquences aléatoires d'ARN, il y a un truc miraculeux dans les aptamères. Hein. Il y a 0 fonction, et puis à un moment, on se trouve avec la fonction 1. En fait, c'est une tâche que les biotechnologues, les biotechnologistes, je ne sais pas comment on dit, s'astreignent souvent à accomplir. En fait, passer de quelque chose qu'on n'a pas à quelque chose qu'on a. Donc, quand on est confronté à ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, bah, je vais aller vers Mère Nature, puis voir si dans la forêt amazonienne, ou au fond des abysses, ou dans les milieux extrêmes, il n'y aurait pas un enzyme qui correspondrait à ça. Bon, alors, bien sûr, souvent, ça marche. Hein. Je dois dire, il y a énormément de composés qui sont dégradés, et donc il y a énormément d'antibiotiques qui sont fabriqués, donc on a une bonne chance de les trouver. Mais quelquefois, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, on est amené à raisonner comme ça, en se disant, ça s'appelle divide and conquer. Au lieu de passer de 0 à 1, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est passer de 0 à un petit quelque chose. Et une fois que j'ai un petit quelque chose et que je peux mettre ce petit quelque chose sous sélection in vivo, natural selection will do the rest. À partir du moment où vous pouvez coder une molécule dans un chromosome qui a une toute petite activité, ça c'est facile. Et la machine le fera, quand je dis la machine, les automates de culture le feront pour vous. Et donc ça, on a démontré ça, je vais essayer de vous parler de ça. Donc en fait, on voit que la partie inspirée, c'est sur des chimistes qu'on compte. D'accord ? Parce que ça, à moins qu'on puisse, on ait pour gagner à la loterie tous les billets de loterie, qu'on ait toute la métagénomique du monde, peut-être qu'on ira plus vite. Je suis persuadé qu'on ira bientôt plus vite, qu'on aura des enzymes complètement artificielles pour implanter des réactions qui n'ont vraiment pas cours in vivo et qui vont nous simplifier les voies métaboliques, peut-être faire de l'histidine autrement ou tout remanier. Donc ça c'est un call to arms. Hein. Aux chimistes, c'est ne vous fatiguez pas avec ce qui se passe in vivo, c'est ça qui compte. Donc en fait, quand vous faites de l'hydrogène et que tout à l'heure vous réincarnez des systèmes, etc., c'est ça qui compte, parce que la réimplantation in vivo est difficile, hein, mais ce qui fera la différence, c'est d'être arrivé à epsilon. Ouais. Donc, supposons qu'on aille du métabolisme central à un composé essentiel qui est dans les protéines, mettons, qui passe par des intermédiaires métaboliques ABC. Vous savez, c'est comme si je délète, hein, CTRL X, tous les enzymes qui me font passer un métabolite ici à A, je crée ce qu'en microbiologie on appelle un auxotrophe, c'est-à-dire c'est un organisme qui a besoin qu'on lui donne de l'extérieur le composé D. Maintenant, justement, imaginons que je puisse faire apparaître, je puisse, sur le papier, convertir un composé Y qui n'est absolument pas dans les cellules, suivant un mécanisme réactionnel qui n'est pas forcément in vivo, mais que je puisse potentiellement former D. À ce moment-là, à condition que j'arrive à faire entrer Y dans la cellule, je dois pouvoir convertir Y en D, et ça, la sélection naturelle va m'y aider, parce que plus le taux de conversion sera élevé, plus l'organisme fera rapidement des petits, et donc il va gagner en turbidostat. Donc, dans une machine dans laquelle je donne de moins en moins de D, de plus en plus de Y, et j'ai un catalyseur débutant avec une epsilon activité dont je parlais, la sélection naturelle va vous amener à un vrai enzyme. Et on a démontré qu'on pouvait faire ça. Une fois que vous avez joué à ça, maintenant, on est dans l'univers virtuel des réactions chimiques. Hein. Maintenant, je peux me demander ce qui serait un précurseur du précurseur Y. Et à ce moment-là, X le fabriquer chimiquement, le faire entrer,
dans les cellules. J'insiste pas là-dessus, mais c'est très important parce qu'il y a peu de molécules qu'on puisse faire librement entrer. Et maintenant, je peux, vous voyez, je fais ce qu'on appelle de la rétrosynthèse. Je peux sélectionner la formation de D à partir de X via Y. Et si j'ai bien raisonné, peut-être que je peux retrouver un autre métabolisme, un autre composé du métabolisme central que je pourrais dériver en X à partir d'une autre sorte de catalyseur encore. Et à ce moment-là, j'aurais rendu la cellule à nouveau autonome. Elle n'aura plus besoin que je lui donne soit du X, soit du Y, soit du D. Elle sera à nouveau prototrophe. Ce schéma-là, on l'a appliqué, je vais vous expliquer ça dans une minute, mais ce schéma-là nous permet de créer des intermédiaires chimiques qu'on a complètement inventés, a priori. Et ça, on voit qu'il y a un potentiel biosynthétique très important pour l'industrie, là-dedans. Pourquoi? Parce que, quelquefois, si vous voulez passer par un Y extravagant, ce n'est pas forcément parce que le métabolisme va être mieux organisé ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être parce que Y pouvait le transformer en acrylonitrile et faire de la moquette avec. D'accord? Donc, en fait, dans ces schémas de rétrosynthèse, dans l'espace virtuel des réactions chimiques qu'on peut faire, des réactions organiques qu'on peut faire dans l'eau, imagination is the limit. Parce qu'à chaque fois qu'on pourra conduire un train de conversion vers un métabolite essentiel, on pourra améliorer les enzymes. Et donc, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour parler de ça, mais on a une démonstration de principe qu'on peut faire ça, voilà, qui a été conduite par Madeleine Bouzon à Génoscope, où on a introduit une nouvelle voie C1 dans le colis, et on passe par un intermédiaire qui n'existait pas, donc je vais vite. Les C1, donc on a vu que les C1, on en avait un dans les purines, enfin on en a deux dans les purines. On en a le méthyle de la thymine, c'est justement un des C1 qui dérive du métabolisme des C1. Et le métabolisme des C1 en biosynthèse est universel. On n'a pas d'exception à ce que je vous montre là. Les motifs C1 dérivent soit de la sérine, ici, qui donne un formaldéhyde qui est fixé sur tétrahydrofolate, qui est condensé au tétrahydrofolate, en relarguant de la glycine. Et la glycine elle-même est source de C1 également. Donc en fait, le nouveau composé qu'on a introduit comme source de C1, c'est celui-ci, on l'appelle le 4-hydroxy-oxobutanoate, en abrégé OB. Et c'est 4-hydroxy-butanoïque acide. Et la réaction qu'on utilise pour ça, c'est de relarguer du pyruvate et qui nous donne le formaldéhyde qui se condense au tétrahydrofolate. Apparemment, on ne sait pas si on ne le trouvera pas un jour dans une espèce exotique, mais il n'a jamais été décrit dans aucune espèce naturelle, et on croit qu'on comprend pourquoi. Et en fait, la raison, je vous la donnerai. Donc, on appelle ça des hobotrophes, des organismes qui ont le C1 construit à partir du hob. Pourquoi chimiquement, c'est très très simple. C'est très très simple parce que vous connaissez les aldolases à pyruvate, et le substrat le plus simple pour une aldolase à pyruvate, ce serait hob, justement. Puisque le plus petit aldéhyde qu'on puisse condenser, qu'on puisse détacher comme ça, c'est le formaldéhyde. Nous, on pense que c'est la raison pour laquelle ça n'existe pas, parce que toutes les pyruvates aldolases rejetteraient du formaldéhyde et ça intoxique les cellules. Donc on pense que ça a été tabou, ça a été évité pour cette raison-là. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on pourrait engendrer des hobotrophes artificiels dans un minimum d'étapes génétiques de construction. Alors voilà comment on a fait ça. On s'est dit, on a raisonné en rétrosynthèse, comme je vous expliquais là. On se dit, hob est très joli, mais d'où il pourrait venir? Il pourrait venir potentiellement de l'homocérine qui existe dans le métabolisme, puisque l'homocérine est le précurseur de la méthionine, de la tréonine, etc. Donc l'homocérine existe, mais le hob n'existe pas. Mais il y aurait moyen d'obtenir hob par désamination, par une aminoside oxydase, une transaminase ou autre. Et donc on s'est dit, oui, mais justement, la première chose à faire, c'est de créer un besoin en C1, le satisfaire par du hob synthétique, et ensuite de dériver le hob de l'homocérine, et le tour est joué. Et on a raisonné vraiment, ce que je vous dis, c'était vraiment comme ça qu'on a fait. On s'est dit, qu'est-ce qui ressemble le plus à du hob dans la cellule non transaminée? Eh bien, en fait, il y a une molécule qui ressemble pas mal, qui est le déhydropentoate, qui est un précurseur du coenzyma, lequel est fabriqué à partir de la cétovaline, justement en utilisant du méthylène tétrahydrofolate en sens inverse. Si vous voulez, le C1 là, il est attaché
sur l'acétovaline en alpha, là, et puis ça nous donne ça qui est ensuite réduit et qui mène au coenzyma en pas mal d'étapes. Bon, donc on s'est dit, on va essayer voir si ces enzymes-là, qu'est-ce qu'ils font avec OB. Et on a trouvé dans les papiers, dans les contrôles, qu'ils trouvaient que le pyruvate ne marche pas. Et on s'est dit, bonne nouvelle, parce que si ça ne marche pas dans ce sens-là, peut-être que ça va marcher vachement bien dans l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, si on donne du OB à l'enzyme, on voit du formaldéhyde se fixer. Donc j'essaie de rendre l'histoire très lisible, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans, il y a 6 ou 7 ans de travail. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré toute source d'OC1 dans l'Escherichia coli. Et donc, on a eu un Escherichia coli dans lequel qui avait besoin de tous les métabolites C1, les purines, la thymine, la méthionine. Et au lieu de lui donner ça, on lui a donné du HOB, ou une source de HOB, la déhomocérine. Et on a eu des souches qui poussotaient. Bon, je reviendrai à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un mutant là, incapable de faire les C1 à partir de la sérine ou de la glycine. On lui a donné de la déhomocérine comme source d'azote, donc il formait du HOB. Et on l'a mis donc il poussotait très mal. Et puis on a vu qu'en l'échelle d'un mois, on a eu des mutants qui se mettaient à marcher. Et donc il vivait avec le HOB. Et le HOB, on le donnait à l'extérieur. Elle dépendait du HOB ou de la déhomocérine. Et ensuite, bon, oui, toutes les étapes, on a pu prouver avec des isotopes que c'était bien le C1 qui était le C4 du HOB qui allait dans les métabolites C1. Je vous épargne ça. Et ensuite, on s'est dit, maintenant, on va jouer par le, vous savez, le swapostat, là, en disant le milieu stressant ne va pas contenir de source de HOB, d'accord, et le milieu relaxant va contenir une source de HOB. Et donc maintenant, la culture, elle va être soumise à un régime où on va minimiser la quantité de sources de HOB qu'on peut lui donner. Et ça, en 4 mois, on s'est aperçu que très rapidement, elle a pris le goût de se débrouiller et au bout de 4 mois, elle ne demandait plus de source de HOB. Donc on a séquencé le génome, hein, puisque Madeleine est à Génoscope, et on s'est aperçu que ce que l'on supposait était exactement ce qui était arrivé, c'est-à-dire que du pyruvate, le PEP est formé par... enfin, le PEP arrive là dans la glycolyse. Ensuite, le PEP est carboxylé en oxaloacétate. L'oxaloacétate est transaminé en aspartate. L'aspartate est activé par l'ATP en aspartylphosphate, lequel est réduit en aspartate semi-aldéhyde, lequel est réduit en homocérine. Et ici, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a une transaminase de fonction inconnue qui avait muté et qui s'est mise à vraiment accepter la L-homocérine. Et la 4-hydroxyoxobutanate, on a trouvé dans l'aldolase à la kétovaline, là, on a trouvé des mutations qui rendaient le substrat naturel, qui était la kétovaline, beaucoup moins efficace et qui donc empêchait qu'il y ait un compétiteur pour la réaction qu'on souhaitait. Donc ça s'est passé, si vous voulez, j'espère que ce n'est pas trop touffu comme histoire. Si on raisonne avec des principes, mais vraiment élémentaires de chimie organique, hein, de formation des liaisons carbone-carbone, qu'on implante les oxotrophies correspondantes et qu'on fait des suppositions sur les enzymes qui vont évoluer quand on va forcer l'apparition et la conversion d'un composé artificiel, c'est exactement ce qu'on trouve dans 2 épisodes d'évolution indépendants. Donc en fait, la conclusion qu'on tire de ça, c'est que le raisonnement qu'on a en chimie organique sur la construction de la biomasse, il est efficace au point de pouvoir faire des prédictions correctes du point de vue de ce qui va évoluer. Bon. Donc ces homotrophes-là, on n'a pas beaucoup on a des ressources limitées sur ce projet-là. Donc il se peut qu'on puisse en dériver HOB. Si on le décarboxyle, on obtient le, comment ça s'appelle, hydroxypropionaldéhyde, et donc ça pourrait être réduit en propandiol, etc. Mais on n'a pas vraiment de partenaire industriel pour pousser ça. Mais c'est dommage parce que cette lignée biologique, c'est plus métabolique comme travail, mais mène à des métabolisme vraiment renouvelé, puisque, comme je disais, apparemment, il n'y a pas d'exception à la glycine et la sérine comme source de C1. Bon, pour finir, si j'ai une minute, voilà, dire un mot de ça.
que j'avais annoncé au tout début, c'est comment introduire des catégories supplémentaires d'acides nucléiques in vivo. Donc c'est un projet qui a déjà reçu, je dois dire que depuis que cette approche-là a été lancée, jusqu'à présent c'est surtout presque exclusivement ex vivo ce qui s'est passé, mais le projet en question qui implique Peter Devine et Phil Hollier, qui n'est pas indiqué là, OMRC et maintenant Victor Pinheiro, on a reçu déjà quelque chose, tout compris, quelque chose comme 20 millions d'euros de financement de la communauté européenne, via Eranet et compagnie. Et là, il y a eu 2 projets qui, liés à ça. Les 2 ont été financés au dernier appel Eranet. Alors, le concept là, c'est de se dire que, vous connaissez tous ça, bien sûr, hein, le dogme central de la biologie moléculaire, hein, Crick est redescendu, il est remonté au Sinaï et il est redescendu avec le 11e commandement qui était inscrit sur la table, et c'était le dogme central qui dit que l'information ne remonte pas des protéines, mais c'est l'information est dans l'ADN, l'ADN instruit la synthèse d'ADN, qui instruit aussi la synthèse d'ARN, qui instruit la synthèse de protéines. Donc en fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Donc là, je ne vais pas du tout parler de ça, mais on pourrait se demander si on ne pourrait pas utiliser certaines protéines comme template, comment dire, échafaudage, pour aller un cran plus long dans l'expression génétique. Donc ça, c'est assez chimique, mais ça, je ne vais pas du tout parler de ça aujourd'hui. Il y a le groupe de Jason Chin au MRC qui est en train de se demander s'il ne pourrait pas avoir des ribosomes spécialisés pour faire autre chose que des protéines. Par exemple, on sait depuis les années 70 qu'un ribosome, si on lui donne des hydroxyacyl-tRNA, fera des polyesters, sans mutation dans le ribosome ni ailleurs. Si on arrive à avoir des hydroxyacyl, du polyester sera fait, de manière codée. Hein. Il a fait ça avec la phénylalanine, il l'a désaminé et il a montré qu'il faisait du polylactique acide. Donc le ribosome est capable de faire d'autres polymères que les polyamides. Donc ce serait intéressant de diversifier les ribosomes, d'en avoir 2 populations pour aller vers des plastocs. Mais dans ce cas-là, informationnel, hein, ce ne sera plus isotactique au sens strict. Hein. Donc nous, on s'intéresse à ça. On se demande comment est-ce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça, c'est-à-dire ajouter une catégorie telle que d'acides nucléiques qui ne serait pas de désoxyribose, pas faite avec un motif désoxyribose, pas faite avec un motif ribo, quelque chose d'autre, qui serait propagé in vivo, donc il faudrait les nucléotides correspondants. C'est le sucre qui change. Peut-être qu'on garderait au début les mêmes bases ou les mêmes capacités d'appariement, de telle sorte qu'on aurait des ARN. Si on veut se servir des tRNA, il faudrait que ce soit les mêmes bases, mais pas le même squelette. Et puis qu'on ait certaines protéines qui soient faites soit par les ribosomes, disons comme c'est l'ARN normal, qui serait fait à partir du XNA normal ou surnaturel, ce serait les mêmes ribosomes. Ou alors, on pourrait aller un cran plus loin en se disant que vous avez des phages qui font ça. Vous avez des phages ARN comme Q-bêta qui sont à la fois capables de se répliquer tout seuls, mais qui servent aussi de messagers. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas parvenir à changer chimiquement la nature des messagers et au besoin avoir certains ribosomes spécialisés pour faire ça? Donc là, le projet qu'on est en train de soumettre là, c'est celui-là. Ça reprend un peu une idée que je signalais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tous les ARN n'ont pas le même statut. Hein, on sait, par exemple, il y a eu des travaux admirables qu'on va ressortir maintenant, hein, avec la biologie synthétique, du groupe de Spirine en Russie, ils ont essayé des variants chimiques. Spirine est arrivé à faire traduire de l'ADN en présence de néomycine, de manière codée. Hein. S'il met du poly-DT, les ribosomes feront du polyphénylalanine, si elle a la néomycine. Donc en fait, la nature du squelette dans le messager, on peut l'altérer avec des antibiotiques. Donc il n'y a aucune raison de se dire qu'on n'arriverait pas à faire un MXNA. Parce que ça sera sans doute très difficile de changer la nature chimique du ribosome. Hein, si vous imaginez, si vous avez une base de l'ARN, hein, mettons toute la cytosine qui est changée par le ribose de la cytidine qui est changée dans tout un ribosome, on se dit que le ribosome ne va plus marcher du tout puisque c'est la plus exquise machinerie de tous les temps. Donc on se dit que ça va être difficile de changer l'ARN ribosomique. Les tRNA, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Faire des TXNA, c'est sans doute faisable, mais ceux-là, on va les garder tels quels. Par contre, les messagers, on sent on le sent bien là. On se dit que les messagers, on va pouvoir y toucher chimiquement. Et à partir du moment où on aura une polymère... Donc en fait, dans ce cas-là, ce qu'on est en train de faire, c'est de coder
les tRNA, les ARN de transfert et les ARN ribosomiques dans un vecteur, mais c'est un vecteur qui fait 10 kb. C'est rien du tout, les ARN structuraux dans une cellule comme coli. C'est un tout petit vecteur. Les retirer du chromosome, et puis donc avoir la RNA polymérase cellulaire, ça faire répliquer ça par la T7 polymérase, ça par l'ARN polymérase. Et l'ARN polymérase, on sait déjà qu'elle accepte des choses comme le fluororibose. C'est connu aussi depuis les années 60. Si on prend l'ARN polymérase d'Escherichia coli, elle acceptera le fluororibose avec différentes bases. Donc on voit que le potentiel biosynthétique est là pour diversifier les acides nucléiques. Et pour ce projet-là, on n'a pas besoin de données. Enfin, là, toutes les données expérimentales sur l'incorporation des analogues dont on aurait besoin ont l'air d'être dans la littérature. Donc on est en train de lancer ça. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Donc en fait, comment on pourrait faire des XNA in vivo? Il va falloir si on ne veut pas les avoir sous forme triphosphate ou pas les activer, il va falloir qu'on les fabrique. Donc il y a pas mal de recherches qui est faite dans le consortium sur des adduits peptidiques comme ça, qui auraient un transport actif pour libérer des groupes activés différents du... Ça, il faut que je signale quand même, je crois. Différents du triphosphate, parce qu'une des grandes surprises qu'on a eues, en divaguant comme ça, c'est s'apercevoir que le pyrophosphate n'est pas indispensable pour les polymérases. C'est-à-dire que les triphosphates, là, vous savez, les nucléosides triphosphates, qui servent à la fois de monnaie énergétique dans la cellule, c'est très, comment on dit, entangled, intriqué in vivo, et ce n'est pas une bonne idée parce qu'on a l'énergie qui est intriquée avec la synthèse des polymères informationnels, donc ce serait bien de dégager tout ça, et quelle ne fut pas notre surprise quand on a fabriqué des composés comme ça. Donc Pitt, maintenant, on a fait toute une série, et donc on a essayé pas mal de groupes différents, mais il y a une catégorie de molécules qui a l'air extrêmement efficace, c'est les phosphoramides ici, PN. Le lien est activé. C'est totalement instable en milieu acide, mais à pH 7,5, c'est-à-dire le pH intracellulaire, c'est stable. Et figurez-vous qu'un composé comme ça, qui a des anions ici, qui serait chargé un peu comme un triphosphate, est utilisé comme un substrat de l'ADN polymérase. Donc la plupart des ADN polymérases sont capables d'incorporer ce composé-là en mettant 3-4. Et donc, on voit la voie est ouverte vers l'évolution de polymérases orthogonales qui auront comme groupe partant quelque chose d'autre que le triphosphate et qui n'accepteront plus le triphosphate. Et donc ça, c'est notre objectif numéro 1, c'est de vraiment insuler une catégorie de polymères, non pas même par la nature chimique de ce qui ira dans l'acide nucléique, mais par la nature chimique du groupe partant, en le spécialisant vers le groupe partant. Voilà, je voulais juste mentionner ça parce qu'il y a déjà pas mal de travail qui a été fait, et une fois encore, je le redis, il est toujours vertigineux de se dire qu'on va changer des édifices ou des processus biochimiques qui sont là depuis 4 milliards d'années. Bien sûr. Mais en fait, la nature est plus permissive qu'on croit. Et à chaque fois que des tentatives, enfin pas à chaque fois, mais quand l'inspiration chimique est bonne, et quand des composés arrivent à être fabriqués pour être soumis à des systèmes biochimiques naturels, on s'aperçoit que les enzymes naturelles ont une petite activité sur des composés qui ne sont pas des composés naturels. Et donc, la mission de la xénobiologie, c'est de les rendre opérationnels et indispensables aux êtres vivants, à la fois pour diversifier la catalyse, les transferts d'informations dans les êtres vivants, et de les renouveler de cette manière, mais aussi pour créer une tour de Babel. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect de dépendance nutritionnelle qui est important. C'est que si on commence à avoir des polymères qui sont vraiment déviants des acides nucléiques, ils vont perdre leur sens. C'est-à-dire la langue qui va être parlée là-dedans, a fortiori s'il y a des bases supplémentaires, comme celle de Benner ou Romesberg, à ce moment-là, on entre dans un confinement qui n'est plus seulement nutritionnel, mais sémantique. Parce que le sens même de ce qui sera véhiculé n'aura aucun sens dans les espèces naturelles, et ni même entre différentes lignées lignées artificielles qu'on pourrait faire évoluer de cette manière. Je vous remercie pour votre attention.